Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour. Oui, Ludovic. Ludovic, bonjour. Oui, bonjour. Tu peux mettre ta caméra? La caméra, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas faire, je suis désolé. Bon, tant pis. Tant pis, on fait sans. On est impatient de t'entendre. Donc, je te propose de commencer d'ores et déjà, parce qu'on a perdu évidemment un petit peu de temps. Et comme tu en as peu, je te laisse la parole. Merci. Vous sauriez me dire combien de temps j'ai, s'il vous plaît, à peu près? Un quart d'heure? Un quart d'heure. La durée du temps? Un quart d'heure? Oui, Ok. merci. Bon, bah désolé pour le bazar technique, là, je suis pas très bon, donc on va faire comme ça. Désolé par avance. Du coup, c'est parti? Parti. Oui. Bonjour à vous. Du coup, je m'appelle Ludovic, j'ai 46 ans et je suis salarié chez Opelia Passerelle 39 en tant que médiateur santé-père. Je suis en CDD à temps plein. Euh, bon, moi, je me suis demandé à qui je parlais et où est-ce que je parlais. Donc, du coup, j'ai été voir un petit peu les actes des colloques auparavant. Et a priori, CPR est apparu, c'était en 2023, avec le thème de parcours de soins en addictologie et en santé. Et sinon, j'ai vu qu'on parlait de médiateur d'équipe mobile environnement par rapport au projet Watch en 2023. J'ai vu qu'on parlait de l'approche communautaire et j'ai vu qu'on parlait d'autosupport. Du coup, j'ai compris que le terrain et la culture de la médiation, elle était encore là. Et du coup, j'ai compris que peut-être c'était la première fois qu'il y avait une personne médiateur santé-père qui parlait. Voilà. Euh, je vais centrer mon témoignage sur moi, ce que j'ai vécu, mon expérience, comment je suis devenu ce médiateur santé-père, et je vais laisser plein de choses de côté. C'est pas grave. Donc, ce que je vous propose, c'est de décrire concrètement comment s'est faite mon embauche et ma mise en place. J'espère que ça ira. Euh, Ce qui est important de dire pour moi, que j'ai envie de partager, c'est que j'ai d'abord été embauché comme médiateur socioculturel et pas du tout comme médiateur santé-père. Et ce qui s'est passé, c'est que au début de mon contrat de médiateur socioculturel, je me suis aperçu que dans mes relations avec l'équipe et au boulot, j'avais des problèmes, j'avais des émotions négatives, il y avait des tensions. Je voyais que j'avais un soutien fort qui s'exprimait à l'adresse des personnes qu'on accompagne, des usagers et usagères, et je me sentais en décalage avec les collègues. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que mon passif de consommateur, gros, m'a explosé au visage dans le cadre de ma pratique professionnelle. J'ai bien vu que cette fois-ci, j'étais pas professionnel comme j'étais avant. J'ai 46 ans, je me connais plutôt bien dans le cadre du travail. J'ai eu plusieurs fonctions de direction, de coordination. Ça a interpellé mes collègues et ma direction. Et du coup, on a pu mettre ça au travail. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est grâce à l'écoute que j'ai pu avoir dans le cadre de mon travail, on a pu travailler, on a pu discuter et parler de ce qui se passait. Voilà. Et en fait, en accumulant les éléments, on s'est rendu compte, en résumé, que j'avais cette double culture, on va dire, à la fois une vraie culture professionnelle de médiation, c'est mon parcours, c'est ma formation, c'est mon expérience, mais j'avais aussi un cursus, une carrière, un parcours de consommateur. Voilà. Euh, et à partir du moment où on a pu établir ce constat-là, on a pu mettre un cadre de travail pour prendre en charge cette réalité
et en faire quelque chose grâce à mes collègues et ma direction. Euh, euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que le contexte de travail dans lequel je suis, organisationnel, la coopération entre les professionnels et les usagers et ce qu'on appelle l'expérientiel, c'est quand même au cœur du projet associatif et politique de l'organisation dans laquelle je suis. Donc, je pense que c'est aussi un élément important. C'est-à-dire, moi, ce que je comprends, c'est que ce que j'ai été n'était pas ovni finalement dans ce cadre-là. Donc, on a mis en place des temps de travaux avec ma direction pour penser ce que moi j'appelle une transition entre médiateur socioculturel et médiateur santé-père, mais aussi une transition personnelle. Pour moi, c'était pas rien de, de m'appuyer sur mon parcours de consommateur, de le rendre public d'une certaine manière euh, et, euh, et de l'intégrer finalement dans un CV. Donc au niveau personnel, identitaire, c'était quelque chose d'assez révolutionnant, un peu bousculant, bouleversant. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout le chemin euh, qui a été institué dans l'organisation pour transiter dans cette forme de fiche de poste. Il y a eu des temps de travail avec la direction, il y a aussi eu des temps de travail avec l'équipe, et il y a aussi des échanges avec des usagers. Et c'est dans ces différents espaces qu'on a pu construire cette transition et qu'elle se fasse en tenant compte de tout le monde, en tenant compte de moi, des collègues, évidemment du projet de l'association, et que ça ne soit pas sauvage comme transition, c'est-à-dire sans cadre, sans contour, sans limite. Voilà. Et mon directeur m'a proposé de mettre un parcours qu'on a nommé d'expérimentation. Concrètement, ça veut dire faisons-nous confiance d'abord, puis mettons en place des temps réguliers pour voir comment ça va. Voilà. Pas attendre que ça pétouille, pas attendre qu'il y ait des problèmes, mais avançons avec des rendez-vous réguliers pour pouvoir un peu débriefer, parler de tout ça, et finalement construire une nouvelle fiche de poste de médiateur santé-père. Cette fiche de poste de médiateur santé-père, elle s'est faite d'une part avec une fiche de poste générique qu'il y a à Opelia, et par ailleurs avec mon CV. Et donc, on a fabriqué une fiche de poste avec ces deux entrées-là. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse finalement dans ce témoignage, c'est moins parler de mon histoire finalement que de parler du mouvement institutionnel d'ensemble qui s'est construit dans l'organisation et qui opère encore aujourd'hui. Euh, euh, Intégrer une personne qui est médiateur santé dans une équipe, a priori, c'est chouette. A priori, on est plutôt convaincu du sens que ça peut avoir. Mais en fait, en réel, dans le vrai, ça peut gratter, ça peut poser plein de questions de posture, de légitimité, de fonctionnement, d'intégration à l'équipe, quoi. Voilà. Le fait que j'ai commencé comme médiateur socioculturel a certainement beaucoup aidé dans les liens qu'on a déjà pu tisser, une expérience commune de travail qu'on a pu avoir, des connaissances interpersonnelles. Et je pense que cet élément-là aussi était important dans ce que je trouve positif de ce qu'on a fait. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant, l'écoute? Allô? Oui, oui. Non. Oui, oui, tout va bien. On est très attentif. Ok. Ok. Euh, Tu me dis combien de temps il reste?
Euh, Il est-ce reste à qu'il y peu a près 3 peut-être... minutes, Ludovic, pour ton intervention, si tu veux, ou bien on peut passer à quelques Ok. questions si tu préfères. Ouais, bah en fait, s'il y a des questions, je veux bien les questions, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors merci en tout cas pour cette présentation, de la manière dont tu es... Vas-y, vas-y. On va le faire à deux. Une première question. Bonjour. Oui. Alors du coup, dans tout ça, désolée, mais alors c'est quoi médiateur santé père du coup? Tu as Ok. entendu la question? C'est Euh, bon? ok. Donc, dans médiateur santé pair, pour moi, il y a deux blocs. Il y a le premier bloc médiateur et santé pair. Médiateur, c'est une fonction où je viens entre, entre une personne accompagnée et l'antenne pour passer des infos. Je vais en rue, par exemple, à la rencontre des personnes, ce qu'on appelle l'aller vers. Je fais de l'accueil. Voilà. Je peux être mobilisé dans le cadre d'accompagnement individuel pour des personnes qui vont qui vont avoir besoin d'un semblable, de quelqu'un qui a une expérience commune de consommation, où ça va les aider à se sentir écoutés, à se sentir compris et à se mettre en mouvement, à se mettre au travail tout doucement. Voilà. Donc il y a le côté médiateur et santé pair au sens où j'ai moi-même une expérience de consommation et cette expérience peut permettre à des personnes qui viennent ici de, 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 de se sentir comprises, on va dire. C'est souvent la phrase qu'on me renvoie. Toi, tu comprends ce que je vis. C'est souvent ça qu'on me renvoie. Donc, il y aurait d'un côté les autres professionnels qui ne pourraient pas me comprendre et toi qui pourrais me comprendre. Parfois, c'est un retour que j'ai. C'est pas toujours, il n'y a pas que celui-ci. Donc, voilà ce que je peux dire brièvement sur c'est quoi un médiateur santé pair. Euh, pour moi, en tout cas. Voilà. Merci Ludovic. Une deuxième question. Bonjour Ludovic et merci pour ton partage et ton témoignage. Moi, c'est Fabienne Sainte-Rose, je suis médiatrice en santé pair aussi. J'ai été formée en 2019 à Bobigny et je voulais savoir justement, donc tu as parlé en tout cas des difficultés en tout cas de ce nouveau poste aussi, donc se dévoiler, vivre avec ses collègues, donc en partageant et avec les collègues et avec les usagers, donc ses vulnérabilités mais aussi ses forces. Est-ce que ça fait longtemps que tu es à Opélia en tant que MSP et qu'est-ce que tu souhaites faire après? Est-ce que tu souhaites rester en CDD ou est-ce que tu te vois en tout cas t'installer en tant que MSP en libéral? Et puis, est-ce que tu as une supervision, du coup, avec d'autres pairs dans ta pratique? Merci. Ok, donc j'ai été embauché en tant que médiateur socioculturel en juillet 2022 et la transition de fiche de poste à médiateur santé pair s'est faite en janvier 2024. Bon, il y avait plein de questions. Bon, d'abord, moi, j'aimerais rester à Opélia Passerelle 39. J'aimerais pouvoir un jour avoir un CDI. Je ne sais pas si c'est possible. Moi, ça serait mon souhait. J'ai de la supervision dans le cadre normal de l'équipe, dans ce qu'on appelle l'analyse de pratique professionnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas une supervision particulière par rapport à mon poste, mais une supervision collective avec l'équipe. Qu'est-ce que j'ai oublié dans votre question? Ce que tu souhaiterais pour le futur, peut-être, est-ce que Ce tu que je souhaite envisages pour de le futur, t'installer? c'est continuer ce poste-là. Et là, je suis en train de rédiger un écrit dans le cadre de Coopère pour faire une monographie de ma transition professionnelle. J'en ai besoin personnellement pour continuer à prendre du recul sur ce qui m'arrive et me consolider dans mes bases de mon identité professionnelle et personnelle. Et autant que se peut, participer à des espaces collectifs pour élaborer notre pratique professionnelle dans une équipe et une organisation. Donc, et ce que j'ai envie de dire, c'est que avant que je sois à Opélia, moi, professionnellement, je viens de ce qu'on appelle l'analyse institutionnelle. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une vision de l'organisation
où pour moi l'organisation elle est en mouvement permanent et un nouvel arrivant, une nouvelle arrivante, pour moi fait résonner tout le système en fait. Voilà. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de penser depuis ce point de vue-là pour dire, moi c'est ce que j'appelle l'analyseur pair ou médiateur santé pair dans l'organisation. Comment l'arrivée d'une personne médiatrice santé pair vient interroger tous les réflexes professionnels, les attendus, les modes de travail, les légitimités, le travail en équipe, la clinique collective. Voilà. Donc, ce que j'aimerais pour le futur, c'est consolider ma fonction, la partager avec d'autres, nous former et être une force instituante dans les organisations pour, pour faire collectif et intégrer les équipes de travail avec le moins de problèmes possible et surtout en le voyant comme une opportunité de remettre à plat les modes de fonctionnement des équipes, non pas pour dire que ça ne va pas, mais pour dire que les équipes sont vivantes, les organisations sont vivantes et il nous appartient de continuer à jardiner une culture collective, du travail collectif au service des personnes qu'on accompagne, mais aussi du sens qu'on trouve dans notre travail, du plaisir qu'on y prend et de comment chacun, chacune, on peut apporter des pierres à l'édifice qui ont du sens pour le soin et la santé. Alors, juste peut-être pour conclure, Ludovic, est-ce que tu peux préciser Coopère, le dispositif là, auquel tu as fait référence? C'est un cadre de formation collectif chez Opelia où il y a une promotion d'une quinzaine de personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir accéder à des stages et des formations pour développer son projet. Donc, c'est surtout destiné à des personnes qui sont usagères. Bon, moi, un projet, j'en ai déjà un quelque part parce que je suis salarié. Donc, c'est plutôt un cadre de formation qui permet de se rencontrer entre différents pairs. Voilà. Ok, merci. On va pouvoir. Mais ce que j'ai envie de. Oui. J'aimerais pouvoir transmettre mon adresse courriel pour toutes les personnes qui ça peut intéresser, qu'on puisse faire communauté autour de ce sujet et dire que je suis à disposition pour se former réciproquement et faire communauté autour de ces problématiques et de cette vision-là, quoi. Ok. Alors, du coup, vous voyez son prénom et son nom, en fait, finalement, là, sur l'écran, tu vois, on voit le début de ton adresse mail, si tu veux la partager. Donc, c'est lmamessier@opelia.fr. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Désolé encore pour le bazar, la connexion, tout ça. Pas de souci, c'était top. Merci. Bonne continuation à vous, bonne journée et au plaisir. Au plaisir.
Merci Ludovic. Et on passe maintenant à Sacha Herzog de la Fédération Addiction, chargé de projet, qui va nous parler de l'accompagnement des personnes exilées et non francophones. Bonjour, ça marche ouais. Donc bonjour tout le monde. Donc effectivement, aujourd'hui je suis venu pour vous parler de l'accompagnement des personnes exilées et non francophones. Et donc j'ai préparé une intervention et puis je me suis rendu compte un peu tard que ça parlait de Paris et pas de Mayotte. Donc je me suis dit est-ce que j'en fais une intervention et je me suis dit en fait j'aurais du mal à devenir un expert de Mayotte en 2 jours. C'est ric-rac. Et puis après je me suis dit que finalement ça peut déjà être utile de voir ce qui se fait autre part. Et puis les questions qu'on peut se poser sur l'accompagnement des personnes exilées, elles peuvent poser d'autres questions. Je sais qu'avec Eric on avait parlé lors des réunions préparatoires de l'importance de la transsectorialité, le fait qu'il y ait trois secteurs dans ce congrès, et aussi l'importance de l'intersectionnalité, le fait de prendre en compte les différentes positions qu'ont les personnes qu'on accompagne. Et donc l'accompagnement des personnes exilées, il est un peu au cœur de ces questions de transsectorialité. On ne va pas accompagner une personne en exil, c'est des besoins nombreux, variés. Et c'est compliqué pour une structure à éthologie, si la personne consomme des substances, de l'accompagner seule, sans formation. Et dans l'autre sens, c'est difficile pour les acteurs de l'accueil de prendre en charge toute seule les questions d'addiction. Donc on ne peut pas agir seul. Et on est aussi obligé d'avoir une approche intersectionnelle, puisque les personnes en exil ont des besoins qui sont multiples, des positions qui sont multiples. Donc elles sont à la fois exilées, à la fois consommatrices de substances, souvent avec un parcours migratoire qui peut être, en tout cas dans les questions que j'ai moi à Paris, assez traumatique. Il peut y avoir aussi des questions de le parcours migratoire peut avoir été causé par une identité sexuelle qui n'est pas acceptée dans le pays d'origine. Donc il y a beaucoup de positions qui font beaucoup de besoins. Et ce serait difficile d'avoir une approche unique, complètement universaliste, en se disant on fait comme avec tout le monde et on a la même qualité de soins. Au contraire, si on fait comme tout le monde avec tout le monde, on ne peut pas garantir que tous les besoins sont remplis et toutes les demandes de soins sont satisfaites. Et au final, on a un risque que la personne ne voit pas l'intérêt du soin, et parce que c'est trop nébuleux, trop abstrait, trop étranger pour elle, et donc qu'elle s'en éloigne. Donc l'approche intersectionnelle des besoins, l'analyse des besoins, elle peut résoudre un peu cette question en ayant une approche spécifique avec des angles d'approche, et donc d'adapter le soin à tout le monde. C'est une approche qui est plus universaliste finalement, puisqu'elle permet une qualité de soins plus égale entre tout le monde. C'était donc la question de l'accompagnement des personnes exilées. C'était un sujet qui, moi, je trouvais questionner de manière générale nos pratiques d'accueil et d'accompagnement en aïtologie, et aussi les principes éthiques qui peuvent guider nos actions. Je crois qu'on a tous l'objectif d'avoir un accompagnement qui est le plus inclusif possible, le plus respectueux des personnes, de leur culture, de leurs croyances, de leur identité, de leur langue aussi. Et donc c'est la question des personnes exilées, elle pose cette question. Et donc voilà, c'est un peu toutes les questions que j'ai posées. Après, j'aurais pu vouloir vous parler d'un projet qu'on avait en Ile-de-France, justement, sur la formation et cette acculturation à l'accueil des personnes exilées en éthologie. Malheureusement, le projet n'a pas été retenu. Alors peut-être que c'est parce qu'il n'avait pas de sens, je ne sais pas. Moi, je vais vous dire pourquoi on pensait qu'il avait du sens, puis vous me direz s'il n'en avait pas. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'avait pas de sens, puisque d'un côté, on peut se dire en tant que financeur, pourquoi former les gens de l'actologie à l'accueil des personnes exilées, puisqu'on paye déjà pour former des gens de l'accueil d'exilés à l'accueil des personnes exilées. Et de l'autre côté, pourquoi on formerait les professionnels de l'accueil des personnes exilées à la dictologie, puisqu'on le fait déjà du côté de l'actologie. Et puis nous, dans le service d'actologie, on pourrait se poser une question. Nos services sont universels, anonymes, gratuits. Donc si on est capable d'accueillir tout le monde, à peu près tous les personnes exilées, c'est tout le monde. Donc pourquoi il faudrait adapter les pratiques? Peut-être que les personnes exilées sont plus souvent dans des conditions complexes, mais la situation de gestion complexe, c'est un peu la routine de l'éthologie. Les situations ric-rac, c'est tous les jours, mais ça je laisserai Naïra Meliava en parler plus en détail.
Et donc, voilà, pourquoi on devrait faire des formations spécifiques, pourquoi on devrait adapter, puisque l'idée, le nom du projet, c'était adapter les soins d'actologie aux personnes exilées. Donc ça fait beaucoup de questions, ça fait des pistes de réflexion. Je n'aurai pas la réponse à tout. Je ne vais pas non plus vous refaire à ce que j'avais sur qu'est-ce qu'une personne exilée, puisque finalement, ce n'est pas la même chose d'être une personne exilée à Paris ou à Mayotte. Mais en revanche, ce qui est important, c'est cette question des situations complexes et cette question aussi que la personne exilée symbolise une certaine forme de l'altérité. C'est une autre culture, c'est une autre langue souvent. En tout cas à Paris, ça peut être une autre couleur de peau, une autre forme de consommation, une autre religion, etc. Et donc ça peut questionner l'intervenant sur lui-même et sa capacité à agir. Si je parle à quelqu'un, si j'ai des ateliers de parole et que la personne ne parle pas ma langue, ça peut me questionner sur l'intérêt de ce que je fais. Est-ce que ce que je fais convient à tout le monde? Est-ce que ça questionne aussi la question de l'aller vers et de l'intégration, qui doit s'intégrer, qui doit aller vers l'autre? Est-ce que c'est à moi d'apprendre la langue? Est-ce que finalement il doit prendre des cours de langue? Est-ce que je dois adapter tout mon système pour lui? Ou est-ce que c'est à lui de s'adapter à mon système puisqu'il fonctionne pour 99% des gens? Voilà, comment on s'adapte ensemble. Donc c'est une question de... Cette question de l'accompagnement des personnes exilées, elle questionne la question de l'altérité en addictologie. Et du coup, ce que je vais dire là, alors pas complètement, mais ça pourrait s'appliquer sur plein d'autres choses. C'est la question comment j'accompagne une femme quand je suis un homme, comment on accompagne des personnes trans quand on n'est soi-même pas trans et qu'on n'a pas d'expérience de la question. Donc c'est cette question d'accompagner la différence et de la place de l'usager, de la place de l'intervenant, donc de l'accompagnement de l'autre. Et je trouve que c'est important parce que j'ai l'impression que la éthologie, ça fait 2 ans que je travaille dedans, mais en tout cas le soin de manière générale, c'est beaucoup une éthique de l'autre, et la dictologie, c'est beaucoup une éthique de l'autre en marge. Et la personne exilée, elle symbolise à bien des égards cette question de la marge. La personne qui consomme des drogues aussi, donc quand les deux sont réunis, on est quand même bien à la marge. Et justement, c'est ne pas abandonner cette marge. Donc je vais quand même parler après des personnes de ce qu'on a pu trouver pour monter ce projet, ce qu'on avait pu faire, et de quels sont les défis auxquels sont confrontées les personnes exilées donc à Paris, qu'est-ce qu'on peut penser pour y répondre. Et donc pour ça, je vais beaucoup utiliser deux supports, 2 études. La première, c'est le projet CEMI2U, donc il y a un projet du réseau européen sur la réduction des risques, qui a eu une partie dédiée en France, à Paris, sur l'association Gaia, donc qui tient la salle de consommation à moindre risque, ainsi que d'un document de l'Union européenne, qui n'est pas spécifiquement sur l'accueil des personnes exilées, mais qui est sur l'accompagnement des minorités. Et donc encore une fois, on revoit la question d'accompagner des personnes en marge, et les recommandations de l'Union européenne sur l'accueil des minorités, elles ressemblent beaucoup à ce que peut recommander Gaia sur l'accompagnement des personnes exilées. Donc d'abord, il y a plusieurs défis qui se retrouvent pour les personnes exilées qui ont été donnés par Gaia. D'abord, c'est des défis communicationnels. Donc c'est la barrière de la langue, c'est le premier obstacle qu'elle rencontre. Ça complique l'intégration sociale et professionnelle. Ça peut isoler quand on est seul, qu'on n'a pas de communauté avec soi. Ça rend plus difficile l'accès aux soins, parce que le système de soins français peut parfois être compliqué à naviguer. Alors quand vous ne parlez pas la langue, ça peut être encore plus compliqué. Et c'est assez rare de trouver du soin dans sa langue d'origine, en tout cas à Paris. Des défis identitaires aussi. Et là, voilà, c'est par les personnes exilées, mais de manière plus générale, c'est pas la même culture, mais si on a une minorité même pas exilée, il y a aussi des questions de culture. Et cette différence de culture, elle peut être source de stress, mais elle peut aussi être source de malentendus, de conflits et de violences qui parfois peuvent être de la violence qui émane de bonne volonté de la part de tout le monde, mais comme on parle pas le même langage, pas dans le sens la langue, mais dans le sens on n'a pas les mêmes codes, ça peut créer des malentendus. Et donc ils doivent naviguer entre ce désir de s'intégrer, donc d'apprendre les codes de l'endroit où ils sont accueillis, et celui de préserver l'identité, puisqu'ils ont le droit de préserver l'identité culturelle. Donc des défis aussi administratifs et juridiques, donc les procédures administratives, l'absence parfois de résidence qui peut entraîner des difficultés, la difficulté même à savoir à qui s'adresser. C'est pas évident quand on arrive dans un nouveau pays de savoir qu'il y a un XAPA, et c'est pas forcément acquis qu'on va directement vous orienter vers le XAPA
quand on remarque que vous avez des questions d'addiction, les questions d'assurance, etc. Et tout ça, encore une fois, renforcé par la barrière de la langue. Des défis économiques et sociaux, puisque voilà, ça peut être plus difficile de trouver un emploi, il peut y avoir de la discrimination, il peut y avoir de l'instabilité économique personnelle. Le fait de ne pas avoir de logement fixe, ça peut compliquer les choses. Il y a la question de pauvreté, de chômage, de sans-abrisme. Et ça, bien sûr, ça ne concerne pas que les personnes exilées. Quand on est une minorité, on a quand même plus de chances d'être touché par la pauvreté ou le sans-abrisme. Des défis d'ordre psychique avec cette solitude, cette aliénation, la question des traumatismes. Alors, ils peuvent être pré-migratoires, ils peuvent être pendant la migration, ils peuvent être après, au moment de l'arrivée. À Paris, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à consommer une fois qu'ils sont arrivés à Paris. Ce n'étaient pas des gens qui consommaient des substances avant. Et donc, et bien sûr, un point important, mais ça on en a parlé ce matin, c'est la honte, la stigmatisation liée à la consommation de drogue. Ça peut être la honte qu'on s'inflige soi-même, on peut s'auto-stigmatiser, ça peut être on l'inflige pas soi-même, elle vient pas de nulle part, elle vient d'une société qui stigmatise. Ça peut être la stigmatisation par les pairs, par les services de soins, par les gens qu'on rencontre. Et puis quand même des défis politiques, celui de la brutalité policière possiblement, des discriminations qui sont fondées sur deux, à la fois sur la consommation de substances et à la fois sur l'appartenance ethnique, mais encore une fois, on peut avoir des discriminations fondées sur la consommation de substances et l'identité de genre. Donc vraiment, c'est des questions qui sont plus largement. Et donc pour faire face à ça, il y a des dispositifs, mais avant qu'il y ait des dispositifs, il y a une philosophie de l'accompagnement qu'on peut avoir et une manière d'accompagner les personnes. Et la première chose, c'est d'abord de chercher à comprendre les besoins de la personne avant de commencer à faire des choses. C'est ce qu'on a dit, adapter les services. Donc ça commence par exemple, ce que recommande ces milieux, une évaluation de la santé mentale des personnes, d'évaluer s'il y a des traumatismes, s'il y a un besoin. Lorsque on n'est pas capable aussi de répondre à ces besoins, d'être capable de mettre en lien avec d'autres organisations. Et là, c'est la question de la transsectorialité, c'est d'avoir des liens. Si on ne sait pas qui s'occupe de l'accueil des personnes exilées dans sa ville, c'est plus compliqué d'orienter. Si on ne sait pas sur la question de genre, si on ne connaît pas l'association d'autosupport dans sa ville, c'est plus compliqué d'orienter. Donc c'est connaître aussi qui sont ses partenaires. Une fois qu'on connaît les besoins, donc personnaliser l'accompagnement avec des services qui doivent être adaptés. Donc ça peut être des conseils juridiques spécifiques, ça peut être une assistance psychologique. Alors tout ça, c'est compliqué à mettre en place de manière concrète, mais c'est peut-être un horizon qu'on peut avoir. Ensuite, la promotion de l'autonomie. Voilà, les usagers, c'est pas juste des récepteurs de soins ou même de matériel. C'est important qu'il y ait l'autonomie, d'autant plus pour des personnes qui sont possiblement isolées, possiblement seules, possiblement aussi en perte d'autonomie quand on n'a pas de travail, que tout ce qu'on fait, on est bloqué parce qu'on n'a pas de logement. Pouvoir avoir un espace d'autonomie, c'est nécessaire. Et donc, ça implique de développer des compétences linguistiques, des formations professionnelles, d'encourager la participation à la vie communautaire. Alors, ça peut être la vie communautaire de manière générale, mais aussi la vie dans sa propre communauté, parce que dans ces milieux, quand on arrive dans un nouvel endroit, on n'est pas forcément au courant des espaces de vie communautaire de sa propre communauté. Et pareil, encore une fois, si on prend les questions de genre, dans une ville, on n'est pas forcément au courant des communautés de personnes trans qui peuvent exister, des groupes des associations qui peuvent exister. Et donc c'est aussi à l'accompagnant en addictologie possiblement d'aider à trouver des pairs. Du coup, les professionnels se sensibiliser. Donc c'était là l'idée de la formation. On se forme à qu'est-ce que c'est l'exil, qu'est-ce que c'est le traumatisme, qu'est-ce que c'est lié à la question de l'exil, qu'est-ce que c'est quelles sont les cultures des personnes qu'on accueille. On voit à peu près quelles sont les communautés qu'on peut accueillir. À Paris, par exemple, c'était beaucoup des communautés géorgiennes. Ça peut être utile de s'acculturer un peu à ces questions. Et enfin, la question de la pair-aidance avec l'implication des pairs, c'est-à-dire des personnes exilées qui consomment des drogues dans ce cas-là ou qui ont consommé des drogues. Et pas seulement en tant que médiateur culturel ou navigateur culturel, mais même dans la mise en place, la création des dispositifs. Qu'à chaque étape et tout le temps, ils soient pas seulement consultés, mais co-constructeurs des services quand ils sont concernés.
Et donc pour finir, je vais quand même vous décrire ce qui avait été imaginé comme stratégie d'accompagnement au niveau de l'Union européenne et de CEMIDUE. La première, c'est l'accès à l'information. Donc, pour reprendre une association d'autosupport en France, l'information ne nuit pas à la santé. Et effectivement, l'information, et on va aussi en parler après jeudi sur la question de l'analyse de drogue, c'est important et ça permet de préserver la santé. Et donc pour avoir accès à l'information, il faut la comprendre. Et donc le premier point, c'était accès à l'information dans sa langue maternelle et culturellement adaptée. Donc ça veut dire traduire les documents, des services d'interprétariat quand il y a les moyens, l'utilisation de supports visuels au maximum, simples, multimédia, disponibles dans des lieux où vont les personnes. Si une personne sans papier, on lui donne des supports d'information à la préfecture de police, il y a peu de chances qu'elle va les lire. Par contre, si on les met dans la section de quartier, là c'est plus possible. Donc des médiateurs multiculturels, comme on l'avait dit, pour accompagner. Des programmes dans l'autre sens, donc c'est aller vers l'intégration. Du côté de l'intégration, quand même l'apprentissage de la langue avec des cours de langue gratuits ou au moins à faible coût, adaptés à différents niveaux, aux besoins spécifiques. Et tenant en compte les réalités des personnes, comme les horaires par exemple, ou les responsabilités familiales qu'elle peut avoir. On a dit l'administration, ça peut être compliqué, donc il y a cet accompagnement administratif et juridique, avec un soutien dans les démarches de demande d'asile, d'inscription aux services sociaux, d'accès au logement, des ateliers d'information juridique, des cliniques juridiques quand c'est possible. Et ça, pas forcément par le service d'actologie, pas par le XAPA et le CARUD, mais il y a beaucoup d'associations qui peuvent aider sur ça. Par exemple, France Terre d'Asile, la CIMAD, qui peuvent aussi être des partenaires sur ces sujets-là. On accède donc à la santé, puisque aider à l'accès à la santé, c'est donc la santé mentale bien sûr, en adaptant ces services de santé culturellement. Ce matin, dans la partie infectio, ils ont parlé de la place de la médecine traditionnelle et comment à l'hôpital, ils ont intégré les questions de médecine traditionnelle justement pour rendre plus acceptables les soins. C'est des choses à prendre en compte. À Paris, un service d'ethnopsychiatrie, par exemple, que l'association Gaïa mentionnait, dans la région parisienne. Mais en tout cas, c'est important que les services soient pensés pour les migrants, pour les personnes exilées, et pas justement pas des services qui les intègrent à la marge. Ils doivent être intéressés. Il faut faire, pour citer, faire passer la marge au centre. Et donc l'inclusion sociale, l'activité communautaire, donc encourager la participation des personnes exilées à des activités communautaires, à des événements locaux, pour créer le sentiment d'appartenance et faciliter l'intégration. On est toujours mieux intégré quand on n'est pas isolé. Et elles doivent être ces activités accessibles, inclusives. Elles doivent mettre en valeur la diversité culturelle des personnes qui sont accompagnées. Et bien sûr, puisqu'on parle de drogue, elles doivent prendre en compte que ce sont des personnes qui consomment des drogues. Donc idéalement, prévoir des moments où ils pourront peut-être potentiellement consommer pendant les activités si elles durent très longtemps. Mais en tout cas, ne pas faire comme si les drogues n'existaient pas chez les personnes qui consomment des drogues. Et enfin, l'adoption d'une approche intersectionnelle. Il ne faut pas se focaliser uniquement si la personne est exilée. Alors, ce n'est pas le seul enjeu pour cette personne. Il y a des personnes exilées qui sont donc peuvent être réfugiées en asile, elles peuvent être sans papier. Il y a des femmes et des hommes, il y a des personnes LGBTQI+, des sans-abri, des personnes handicapées aussi. Et donc il faut prendre en compte tous les aspects de cette personne et tous les endroits où elle pourrait être en difficulté pour l'accompagner et pas justement se dire puisque j'ai travaillé sur la question de l'exil, c'est bon, si la personne est exilée, j'ai plus rien à faire. Donc voilà, c'était tout ce qu'avait recommandé le projet CEMIDUE, l'Union européenne sur ces questions des minorités. Donc on voit tout ce qui avait été recommandé, ça pointe quand même vers une chose, c'est qu'il faut s'adapter à la personne qu'on accompagne, qu'il faut prendre en compte ses besoins. Et je sais que ça peut aussi être compliqué à faire parce qu'on n'a pas non plus des moyens illimités dans le secteur, loin de là. Mais je pense que cette éthique de mettre la marge au centre, cette un peu éthique de l'autre, cette question de solidarité, de co-construire les choses, c'est au moins un horizon qu'on peut se donner sur l'accueil des personnes exilées, mais sur l'accueil des personnes en général. Merci pour cette présentation, Sacha. Est-ce qu'il y a des questions ? Des réclamations ?
Non? Oui. Oui, merci pour ta présentation. Donc, Fatima Le Gréguer, je travaille à l'hôpital Robert Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et ça fait écho à beaucoup de problématiques qu'on rencontre au sein de notre unité, puisqu'on accompagne également les parcours d'exil. Je dirais que le fondement principal quand même de la réussite, en tout cas d'une équipe, c'est aussi de travailler le maillage territorial et de faire vraiment avec tout ce qui est disponible au sein des territoires, aussi bien l'accès aussi à l'alphabétisation. Et c'est vrai que les associations, même de quartier, œuvrent beaucoup dans ce sens-là. Et il faut aller vers une prise en charge pluridisciplinaire, globale, pour pouvoir saisir le sens de l'ensemble des problématiques des personnes, puisque la dimension des addictions, elle peut aussi bien être une étiologie par rapport à des difficultés, mais ça peut être aussi une conséquence. Et je voulais savoir aussi si vous aviez des liens avec les centres régionaux de psychotrauma, ou pas du tout. Oui, on a un projet donc, qui s'est terminé, mais là, c'est Prisnaïra, qui s'appelle Psychotrauma Addicto. Voilà, d'accord. Assez simple, en lien avec les centres régionaux. Et si je ne me trompe pas, il y en a un autre qui va commencer bientôt, un deuxième volet de ce projet Psychotrauma Addicto. Voilà, parce qu'on fait partie aussi des centres régionaux de psychotrauma. Voilà. On en discutera alors du coup. Merci beaucoup. D'autres réactions, questions? Ouais, je sais pas si c'est une question, mais ça va être peut-être plus un commentaire. Et cette fois-ci, je vais enlever ma casquette Addicto, puis je vais prendre ma casquette de présidente régionale de la CIMAD et donc également du Conseil national de la CIMAD. Et l'avantage d'être un petit peu un addicto et puis d'en avoir discuté et d'écouter tout ce que tu dis, c'est qu'évidemment ça fait écho à plein de choses. Et je pense que vous êtes côté addicto beaucoup plus en avance que nous. Je parle de la CIMAD, puisque nous on accompagne donc les personnes exilées. On essaie de faire de plein de manières également, on essaie de s'ouvrir, mais clairement l'addiction c'est un impensé. Faut être clair au niveau de la CIMAD et que on n'est pas formé, donc je valide et vraiment j'appelle de mes voeux qu'un jour on soit formé à l'addiction dans nos permanences et les différents espaces dans lesquels la CIMAD intervient, les cours de français, les permanences juridiques, tout ce qu'on peut faire, et que vous soyez formés bien entendu. Mais vous avez déjà comment dire, et je le vois moi aussi, alors dans mes pratiques d'addicto, quand une personne vient au XAPA, on voit qu'elle est c'est une personne étrangère et exilée au sens souvent plus en situation de précarité, irrégulière, intersectionnalité, etc. Et donc, on maîtrise mieux quelque part. On se dit, bon, ben, ok, ça, nous, on va gérer l'addiction, enfin, problématique, et on sait vers qui orienter. On gère mieux sa facette d'exilé côté addiction, qu'on gère à la CIMAD la facette de la consommation de drogue, où on est alors en plein encore, et je peux en parler pour en avoir discuté, maintenant que ça fait 4 ans que je suis en addiction, je parle pas mal addiction au sein de la CIMAD, dans différents pareils espaces locaux, régionaux, militants ou beaucoup plus formels. On est vraiment, nous, très en retard. Ça. Nous, on est encore avec des grands freins, des idées de... Je prends des exemples, et les personnes géorgiennes, géorgienne ou albanaise, mais nous c'était des Géorgiens quand on m'en a parlé et qu'on m'a alerté. C'est un Carude qui m'a alerté en me disant voilà, on accueille des Géorgiens, donc c'était en métropole, hein, on accueille des Géorgiens. Et je leur ai dit, mais c'est super, vous avez les locaux de la CIMAD juste en face, en plus, vraiment juste en face dans la même rue. C'est formidable, vous doit y avoir un travail, un partenariat, c'est génial. Et puis non, la CIMAD refuse d'accueillir les personnes qui sont là, c'est horrible, la CIMAD, etc. Bon, ils ne savaient pas que j'étais de la CIMAD par ailleurs. Donc je leur ai dit, je suis bien contente de l'entendre parce que je suis de la CIMAD. Donc je vais aller taper à la porte à côté. Et où on m'a dit, mais non, on ne peut pas recevoir ces personnes-là. Souvent c'est des déboutés de l'asile, c'est un peu complexe, il y a plein de choses à faire. On ne peut pas les recevoir parce que
Vous vous rendez pas compte, c'est des drogués, ils s'injectent. Enfin, on est dans le voilà, ils sont tatoués. On est dans l'image, la stigmatisation pure. Et donc, je le dis parce qu'il faut être transparent. Nous aussi, on a notre travail à faire, clairement. Et donc, je ne peux que valider tout ça et je ne peux que m'engager en tout cas à porter ça. On en a déjà un peu parlé, mais je le redis parce que c'est absolument essentiel. Et même nous, dans notre prise en charge administrative ou même, comme tu disais, dans le réseau partenarial où on va avoir, et tu le dis très bien et on le voit, moi je le vois très bien à La Réunion, où on a des premières consos qui se mettent en place parce que la précarité, il n'y a pas d'accueil, les personnes sont là, elles sont à la rue, c'est du sans-abrisme ou en CHRS, etc. Et des personnes qui ne consommaient pas se mettent à consommer. Évidemment, c'est absolument pas accompagné. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture. Alors l'avantage à La Réunion, je ne sais pas Mayotte si ça existe, nous on essaie de travailler au maximum avec la clinique transculturelle du CHU Sud en particulier, pour aussi essayer de faire un maillage au niveau de la santé mentale et puis voilà, avec tous ces et comment travailler ça. Mais enfin, je pense que c'était justement fondamental le projet que vous portiez. Voilà. Voilà, moi aussi, je veux bien regarder dans l'horizon. Ça va être long, c'est loin, mais en tout cas, je peux m'engager sur le fait que l'on regarde bien dans le même horizon et qu'on essaiera d'être avec vous là-dessus. Voilà. Merci. Je pense que on va pouvoir t'applaudir et accueillir